Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information communautaire Info CJSR. Bonne soirée. Marie-Claude Hood et Marjolaine No vont participer au Trophée Rose des Sables en 2024 au Maroc. On les reçoit en studio. L'OTJ de Rivière-à-Pierre a inauguré ses nouveaux locaux ce mardi. Il est temps pour les Portneuvois ayant des innovatrices de s'inscrire au Lab Créatique. On en parle avec Pierre Lantier. La bibliothèque de Neuville présente l'exposition Rouge au carré. Aubert nous en a fait un reportage. Finalement, on parle de l'importance des travailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d'œuvre avec Alain Blanchette d'Accès Travail Portneuf. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Les citoyens de l'ouest de Portneuf peuvent maintenant profiter du nouveau bureau satellite de Vincent Caron, qui est situé à Saint-Marc-des-Carrières. Le député de Portneuf en a fait l'annonce ce mardi 7 février par communiqué. Il explique que ce nouvel espace, situé au 1339 boulevard Donat-Dussault, est de demeurer à proximité de la population. Le député mentionne que le bureau va permettre d'éviter que les citoyens et citoyennes aient à se déplacer jusqu'à Saint-Raymond pour le rencontrer ou rencontrer quelqu'un de son équipe dans la mesure du possible. Le nouveau bureau va demeurer en fonction jusqu'à la fin du présent mandat du député. Deux Portneuvoises se sont engagées à réaliser un défi de taille l'an prochain, en 2024. Il s'agit du Trophée Rose des Sables qui se déroule dans le désert marocain sur une durée de 6 jours. L'événement est notamment... cet événement sert notamment à récolter des fonds pour des organismes comme la Croix-Rouge française, le Cancer du sein, l'organisme des clubs des petits déjeuners du Canada. Nous avons avec nous ce soir les deux aventurières, Marie-Claude Hood et Marjolaine No. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le Trophée Rose des Sables au Maroc, en quoi ça consiste? En fait, c'est un rallye, vraiment un défi personnel. Dans le fond, c'est 100% féminin. Donc, c'est un rallye qui se déroule dans le Maroc, dans le désert, qui est la seule orientation et la boussole et le roadbook. Donc, on n'a rien d'autre que ça pour se diriger. Et aussi, c'est pour aussi faire la visibilité aux organismes qu'on soutient là, dans la cause. Donc, vous faites ça par équipe de deux. Vous, Marjolaine, vous êtes copilote. Vous êtes la personne qui va conduire dans le désert. Comment on se prépare pour conduire dans un désert pendant 6 jours? Bien, c'est sûr que moi, je vais me fier sur ma navigatrice. Oui. Mais on va avoir aussi des formations. On va avoir des formations de navigation avec la boussole et le roadbook. On va avoir une formation de pilotage aussi sur le sable, parce qu'on s'entend que c'est pas comme sur la gravelle ou bien ça neige, là, c'est différent. Fait qu'on va avoir une formation pour ça, puis le reste, bien. Comment l'idée de vous inscrire dans... en fait, comment vous avez connu le Trophée Rose des Sables?
En fait, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on le voit passer. Puis à chaque année, c'est aussi diffusé sur les pages Facebook. Ça a été diffusé aussi longtemps à la télévision. Donc, ça fait longtemps qu'on en entendait parler, mais chacun de notre côté, on n'avait pas trouvé la personne là, pour s'engager dans le trophée. Donc, quand on s'en est parlé, bien là, on a pris la décision d'embarquer dans ça. Donc, 5000 km dans le sable comme ça, quand même, ça a dû être... est-ce que vous réalisez que vous allez faire ça, en fait, là, ces 5000 km-là? Je te dirais oui et non. Ouais. On réalise qu'on va aller le faire, on est prêt à aller le faire. Moi, je suis pas sûre qu'on a pleinement conscience des défis qui nous attendent. On a une bonne idée parce qu'on a été en contact avec d'autres roses qui ont été les autres années précédentes. Oui. Mais oui, on est prêt, je crois. Et là, la préparation pour le Trophée Rose des Sables, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que vous devez faire avant d'être justement là, dans le désert? Bien, il y a les formations qu'on doit faire là, pour être prêt au niveau de la navigation, au niveau de la conduite. Il y a aussi beaucoup d'argent accumulé d'ici ce temps-là. En fait, on a un 25 000 là, à accumuler pour participer à tout ça et avoir toute la location des Jeeps pour là-bas et aussi pouvoir distribuer aux causes qu'on soutient. Donc, c'est beaucoup de travail. Le petit 2 ans à l'avance, c'est loin 2024. Mais le 2 ans qu'on a à préparer ça, on n'a pas de temps à perdre. Vous avez commencé en 2022, là, depuis la décision, à faire les préparatifs pour aller au Maroc. Exactement, exactement. Et là, bon, le financement, vous avez dit, ça prend des sous. Comment vous comptez justement avoir ce financement-là? C'est comme le défi avant le défi, là. Oui, bien, on a beaucoup de... On organise des événements. Donc, on a des événements qu'on a organisés. On a des bingos. On a fait un bingo jusqu'à maintenant. Là, on n'a pas beaucoup de fêtes parce qu'on commence. Mais ça va être beaucoup des événements de financement. Aussi, on veut avoir des commanditaires aussi qui peuvent nous soutenir. Donc, on fait appel aux compagnies, au personnel, tout le monde qui peuvent nous encourager. Puis on fait on se fie aussi aux activités de financement qu'on fait. Le dépassement de soi, c'est une des raisons pour laquelle vous vous êtes inscrite dans ce défi-là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce dépassement-là qui s'en vient? Bien, c'est sûr que c'est pas une aventure qui est, je dirais, accessible à tout le monde. Oui. Il faut vraiment vouloir, il faut être prête à y aller. Mais c'est ça, je pense qu'on vit avec un besoin de se dépasser tout le temps dans tout ce qu'on fait. Fait que c'est notre motivation pour aller là. Et là, les gens qui nous écoutent, qui voudraient justement vous encourager là-dedans, comment peuvent-ils le faire? Bien, c'est toujours ça peut être des dons monétaires. Il n'y a pas de petits montants. Tous les montants sont importants. Donc, ça peut être soit en commandite monétaire, ça peut être une compagnie qui peut nous aider à organiser une activité de financement en nous prêtant soit leurs locaux ou leur capacité selon leur domaine. Puis sinon, c'est les gens personnels là, qui peuvent participer à nos activités et faire des dons aussi. Et Marjolaine, vous êtes copilote. Là, j'imagine qu'il y a une formation à avoir pour s'orienter dans le désert. On fait ça comment avec les étoiles? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, on a une boussole et un roadbook. Donc, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de travailler toutes les semaines. Donc, oui, on a des formations de boussole. On a des formations au niveau du roadbook. Donc, c'est vraiment pour naviguer là, juste avec ces deux petites parties-là. Donc, c'est vraiment le défi là, à réaliser. Donc, au niveau du défi, il y a une équipe là, qui vous suit ou j'imagine, oui. il y a des ressources là, qui vous préparent à ça. Là. Oui, le Trophée Rose des Sables, c'est une belle organisation qui est en Europe, mais on a un représentant ici au Québec, donc qui nous suit, qui nous fait des soirées justement d'information et tout ça. Donc, on a toutes les informations là, pour être prêt et être suivi là, dans tout ça. Eh bien, on va suivre votre parcours, ça c'est sûr. Peut-être pas sur les 5000 km, là, surtout si on n'a pas de Jeep, mais est-ce qu'il y a une page Facebook là, ou des endroits où est-ce qu'on peut justement vous écrire pour... Oui, bien la page Facebook est très importante. C'est les M&M Rose 2024. Donc, c'est vraiment notre page Facebook où on présente les activités, où on met le GoFundMe, où on présente aussi les commanditaires parce que les commanditaires, on les garde avec nous, donc sont importants. Donc, on a une affiche qui nous suit. Donc, tous les commanditaires sont dessus. Sur le Jeep, sur nos casques. Donc, sur le Facebook, on partage les commanditaires, on leur fait de la visibilité. Donc, tout ça se passe beaucoup sur notre Facebook. Sinon, on peut toujours avoir notre courriel qui est le
mmrose au pluriel 2024 @gmail.com. Donc, toutes les questions pour nous contacter, c'est sur ces réseaux. C'est là-bas qu'on peut le faire. Eh bien, Marjolaine, Marie-Claude, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et on va vous souhaiter un excellent défi Rose des Sables. Parfait, Merci merci de à nous avoir vous. accueillis. Eh bien, on poursuit maintenant. Nous, après la pause, on parle d'une école d'escrime médiévale qui est située à Pont-Rouge depuis 2019. Restez des nôtres. Incontournable, indispensable, inestimable. La formation professionnelle, ça vaut de l'or. Moi, je vais être le modèle d'une génération. La génération des enfants de mes enfants. Mais comme je peux pas voyager dans le temps, là, j'ai calfeutré mes fenêtres pour l'hiver à la place. C'est un bon début. Pour l'avenir de nos petits-enfants, faut consommer moins d'électricité. Gaspille pas ton énergie. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Un concours est présentement en cours dans la région pour permettre à la population de remporter des séjours de découverte du territoire. Le concours est organisé par Place aux Jeunes et a lieu dans l'entièreté de la capitale nationale. 4 lieux de séjour qui touchent à l'ensemble du territoire de la capitale nationale peuvent être gagnés. Dans Portneuf, ce sont des nuitées dans la vallée Bras-du-Nord. Il y a également des séjours dans Charlevoix-Ouest, Charlevoix-Est et aussi sur la côte de Beaupré. Pour Place aux Jeunes, l'important, c'est de rappeler aux personnes âgées entre 18 et 35 ans la qualité de vie offerte en région au Québec. Le concours est simple, comme il est possible de s'abonner à la page Instagram de Place aux Jeunes Capitale Nationale, en plus de partager une vidéo promotionnelle. L'Académie Scrimissi est une école d'escrime médiévale qui qui œuvre aux 4 coins du Québec. Il y a, depuis 2019, une division à Pont-Rouge. Voici notre reportage. Il est désormais possible d'apprendre l'escrime médiéval à Pont-Rouge grâce à l'Académie Scrimissi. Cette académie a été fondée dans les années 90 et dans un processus d'expansion, elle s'est installée à Pont-Rouge en 2019. Les cours sont donnés dans un gymnase de l'école Personnage par Alexandre Marcotte qui enseigne le combat à l'épée autant à une main qu'à 2 mains. Oui, en fait, l'Académie Scrimissi, ça se trouve être une école d'escrime médiévale ou ce qu'on appelle d'armes anciennes. C'est une école qui a vu le jour au Québec. C'est donc un art martial québécois qui a daté des années 90. Puis, dans les années 2019, dans le coin de la COVID, on a décidé d'étendre un petit peu nos tentacules à travers le Québec. Donc, l'école qui était originaire de Limoilou s'est étendue Pont-Rouge, entre autres, mon école. On se trouve à voir aussi Drummondville, Lévis, bref, Saguenay, Sherbrooke. On a plusieurs campus à travers le Québec. Puis, c'est ça, on étudie dans le fond les armes anciennes, comme l'épée à 2 mains que je tiens ici, qui est en acier, une de compétition. On va aussi avoir l'épée à 1 main, puis après ça, on va pouvoir aller vers d'autres armes qui sont un petit peu similaires. Entre autres, on va bientôt faire un séminaire de la lance. Puis aussi, on pratique la targe écossaise. Donc, on a vraiment un vaste choix d'armes pour se pratiquer. Les enseignements qu'offre Alexandre Marcotte s'adaptent au bagage des étudiants. Certains d'entre eux proviennent de l'escrime moderne, tandis que d'autres sont complètement débutants. L'important pour M. Marcotte, c'est que chacun des enseignements et des duels se fassent dans le respect de chacun des participants. En fait, je vais recommencer par la base pour t'expliquer au niveau de l'exercice. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on appelle le cadre de porte. Ce que tu vises à faire, c'est que ton épée va faire un cadre de porte alentour de toi. Okay? Celle sur le dessus, on appelle ça la couronne. Okay? Ce que tu vas essayer de faire, c'est d'être perpendiculaire avec ma lame à chacun des coups. La raison pourquoi je mets le pouce, c'est que ça me permet de pointer mon pouce dans la direction de l'attaque. Fait que si je t'attaque, tu pointes avec ton pouce perpendiculaire à mon épée, et là, tu viens de faire une parade. Okay. Voilà, tu viens d'apprendre le secret de la Scrimissi. En fait, ce qu'on va utiliser comme équipement de base, ça va être une paire de gants
gants de hockey ou gants de travail, ça fait très bien le travail. Sinon, un masque qu'on va prêter ici, nous, à l'Académie, et l'épée qui va être en nylon. Donc, pour la base, tout ce que vous avez besoin, nous, on fournit l'épée et le masque. Vous avez juste à vous procurer vos gants pour le confort. Puis, après ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien là, on peut aller avec l'épée en acier, comme celle que j'ai ici. Là, ça va nécessiter un équipement un petit peu plus costaud, comme on peut voir là, ici. J'ai une espèce de salopette qui est faite pour ça. J'ai un gambson aussi qui est un espèce de gros manteau. On va avoir un masque plus solide, on va avoir la coquille nécessairement, puis différents autres équipements de protection. Mais ça doit être aux frais de la personne qui pratique. Pour t'inscrire, ça doit être super simple. Tu peux aller sur www.scrimicie.com ou aller sur le site de Pont-Rouge. Il va y avoir dans les loisirs un lien vers notre site. Tu pourras t'inscrire sur l'application qui s'appelle Kidigo pour soit le cours standard, le cours avec la pratique libre du mercredi soir, ou la totale avec la targe écossaise qu'on fait aussi avant le cours du lundi. Les cours se donnent principalement les lundis et mercredis à Pont-Rouge. C'était Danick Julien pour CJSR. Du 13 au 16 avril 2023, il va y avoir un événement d'entrepreneuriat dans Portneuf nommé Lab Créatique Tissé Portneuf. Le but, c'est de donner une vitrine aux nouvelles idées d'entrepreneuriat qui pourraient surgir dans Portneuf en favorisant le savoir collectif et les projets qui auront un impact positif sur la collectivité. Pour en parler, nous avons parlé avec Pierre Lantier un peu plus tôt aujourd'hui, qui est conseiller en développement régional au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale. Voici cette entrevue. Alors, bonsoir, M. Lantier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler du Lab Créatique. Et là, je m'imagine que certains de nos auditeurs ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Lab Créatique. Pouvez-vous là, nous en parler un peu? C'est un peu normal. Le Lab Créatique, c'est comme un nom qui veut rien dire en soi, à prime abord. Mais en fait, ça porte le lab, donc c'est un laboratoire, c'est un diminutif. Et puis en fait, l'idée, c'est d'inviter des gens, des citoyens, des entrepreneurs privés, des OBNL, des coopératives qui ont des idées, des gens qui ont des idées, qui en discutent, qui veulent développer ça soit dans leur organisation ou juste un citoyen ou quelqu'un qui veut entreprendre une activité. Et là, tu as une idée ou un projet, tu viens le déposer au Lab Créatique. Donc, on est en période d'inscription actuellement jusqu'au 31 mars. Et là, à ce moment-là, rendu au Lab Créatique, il va y avoir comme un parcours entrepreneurial qui va être offert aux entrepreneurs, aux promoteurs de projets. Et aussi, il va y avoir plein d'exemples inspirationnels. Donc, c'est vraiment un condensé de parcours entrepreneurial, à savoir, est-ce que mon idée, elle est viable? Est-ce qu'elle est faisable en tant que telle? Et les idées qui sont acceptées pour le Lab Créatique, est-ce que c'est des idées qui ont des impacts positifs sur la communauté? C'est des choses comme ça? Bien, nécessairement. Parce qu'en fait, ce que l'on cherche, nous, en fait, le seul critère pour participer au Lab Créatique, c'est d'avoir un projet à impact social et qui doit répondre aux enjeux de la communauté. Donc, ça peut être dans un village où il y a un désert alimentaire. Ça peut être un lieu où il n'y a pas de service de proximité. Ça peut être un lieu où il manque, par exemple, des activités pour le plein air. Donc, des services aussi, des services, par exemple, de comptabilité, des services d'ingénierie, peu importe. En fait, c'est multisectoriel, mais il faut que ça réponde à qu'est-ce qui manque dans la communauté, puis comment ça peut répondre justement aux préoccupations, puis aux intérêts, finalement, évidemment, de la communauté. Donc, un citoyen qui est propriétaire d'un animal de compagnie, un chien, voudrait avoir un parc à chiens dans sa municipalité, ça serait-tu un projet qu'on pourrait emmener devant le Lab Créatique? Pas tout à fait. En fait, okay. Là, on est plus dans l'idée de dire, là, c'est bien pour la évidemment, c'est bon pour la communauté, certainement, oui. Mais il faut avoir l'idée d'entreprendre. Donc, il faut que ça soit viable. C'est un projet d'affaires. On veut que ça soit rentable. Donc, la notion de viabilité et de rentabilité qui est super importante. Donc, en fait, on fait ça pour comme créer une plateforme pour faire émerger des projets d'affaires, soit en économie sociale, soit en entreprise, quelle qu'elle soit, mais bon, qui a un impact dans sa communauté. Donc, un meilleur exemple, ce serait probablement quelqu'un qui voudrait faire une serre communautaire pour pouvoir avoir de la meilleure nourriture. Là. Absolument. Par exemple, l'an passé, on avait au Lab Créatique de Charlevoix, il y a eu une autre édition l'an passé, il y avait la réhabilitation d'une église qui s'est faite dans le bas du fleuve et eux faisaient de l'agriculture horizontale, verticale, et à ce moment-là, donc l'église a servi comme un centre multifonctionnel avec l'apport comme agricole et communautaire. Et donc là, on a revitalisé un lieu, un tiers-lieu, et ça sert finalement aussi à nourrir la communauté. Donc, j'ai mon projet et là, je me suis inscrit au
Lab Créatique. Qu'est-ce qui m'attend pour ces 3 journées-là là, avec vous là, pour le Lab Créatique? En fait, c'est 4 jours. Okay? Il y a 3 jours effectivement obligatoires. La première journée, c'est d'abord un grand panel qui va se passer à Pont-Rouge, au Moulin-Marcoux. Donc là, on va parler d'économie circulaire. C'est quoi cette bébête-là? À quoi ça ressemble? Mais c'est l'économie circulaire au service du développement régional. La deuxième journée et la troisième journée sont très similaires. En matinée, on est en mode atelier entrepreneurial. Alors là, on va parler de canevas du mode d'affaires. On va parler de carte d'empathie. C'est quoi ta clientèle? La viabilité, la rentabilité, le financement. Comment on va rendre le projet périn en tant que tel. Et puis, en après-midi, autant le vendredi que le samedi, le 14 et 15 avril, à ce moment-là, on est comme plus en mode panel. Donc, il y a des gens qui vont venir, on fait des idées inspirationnelles d'un peu partout au Québec, qui vont venir parler de ce qui se fait, par exemple, à Rimouski, au Saguenay, en Estrie, peu importe là où on va chercher les gens. Et puis, ils vont venir démontrer qu'il y a des projets qui peuvent être très intéressants et avoir vraiment un rayonnement intéressant dans leur communauté. Et il y a des conférenciers qui vont être là. Pouvez-vous parler un peu là, des conférenciers qui sont déjà annoncés là, pour le Lab Créatif? Bien, par exemple, il y a M. Briard qui vient de Sainte-Camille, qui est la Corporation de développement de Sainte-Camille. C'est une petite communauté en Estrie qui ont vraiment dépassé la compréhension. C'est un village qui était complètement dévitalisé. Et eux, ils se sont dit, bien, pourquoi pas travailler main dans la main entre le politique, l'économique et les citoyens. Et ils ont vraiment développé un modèle complètement, un modèle de développement des communautés en soi. Il va y avoir également M. Hébert du domaine Hébert qui va venir expliquer pourquoi il a voulu développer un système de glanage au niveau de l'économie circulaire et c'était quoi sa compréhension et sa vision à travers ça, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Et la programmation va arriver en ligne d'ici une semaine, d'ici le 15 février. Pour les inscriptions, comment ça fonctionne? Là? Ça s'adresse à tout le monde, là, de ce que je comprends. Absolument. Bien, c'est, disons, en fait, c'est 18 ans et plus. En fait, on est comme en mode adulte, bien que il y a un petit volet jeunesse. On travaille également avec le CJE pour avoir un volet jeunesse là, au Lab Créatique. Mais pour les inscriptions, il faut aller simplement sur le site web. On va sur labcreatique.org et ensuite, rendu là, il y a un formulaire « Je m'inscris ». On remplit, on explique c'est quoi notre projet, on est qui. Ça coûte 80 $ pour les 3 jours, les 3-4 jours. Et puis, donc, toute la nourriture est fournie, etc., etc. En fait, c'est une contribution parce que la valeur du séjour est plus de 2000 $, 2500 $. Et on entre là, on a une idée, on peut sortir de là avec un projet là, un peu plus étoffé, j'ai envie de dire. Étoffé, du moins les bases, en fait. La structure du projet va être en place. C'est sûr qu'il va être étoffé certainement parce que l'idée, c'est de challenger ce projet-là. Tout au long du Lab Créatique, il va y avoir des coachs également qui sont là. Il y a plusieurs organisations de référence en accompagnement et en financement qui vont être là pour venir challenger le projet. Alors, de fait, le projet, il devrait avoir déjà une tournure, prendre une autre forme, une bonification. Et à la fin du Lab Créatique, il y aurait l'heure du pitch également qui va être possible pour gagner des bourses. Donc, du jeudi au dimanche, on travaille notre idée, on la fait challenger, on essaie de la comprendre, puis on essaie aussi de l'expliquer en 2 minutes. Alors, pour gagner les bourses disponibles. Et après le Lab Créatique, est-ce qu'il va y avoir un accompagnement là, pour ces projets-là? Comment ça fonctionne? Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle un peu un filet de sécurité pour l'accompagnement. Parce que d'abord, la MRC qui est un partenaire du projet. Il y a également la CEDEC, le Fonds d'emprunt de Québec, la SADC, Réseau Coop, CDRQ. C'est toutes des organisations qui aident en fait l'accompagnement, surtout dans le pré-démarrage. Le pôle également, notre organisation, on fait ça également. Alors, on est tous des spécialistes pour arriver à amener le projet en maturité. Eh bien, M. Lantier, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire à la population en terminant au sujet du Lab Créatique? Bien, certainement. Le projet, en fait, il est vraiment c'est certainement nécessaire pour la population, mais il est présenté par Promutuelle Assurance, en fait, qui présente le Lab Créatique. On a également des partenaires avec les caisses Desjardins là, de notre coin. Donc, c'est en fait grâce à eux qu'on puisse arriver à rendre ce service à la population. Et alors, Pierre Lantier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
À Cap-Santé, le 5 février dernier, se tenait une conférence sur les vêtements que portaient les femmes dans les années 1740 à 1760. C'est la conférencière Evelyne Bouchard, qui, je vous le rappelle, était avec nous la semaine dernière, qui a informé de la population et l'événement avait lieu en collaboration avec la Société d'histoire du Cap-Santé. C'était le 4e événement offert par la Société d'histoire. D'entrée de jeu, le président Michel Bertrand a expliqué le contexte historique de cette époque. 740, 760. Quel contexte il y avait à ce moment-là? En Nouvelle-France, on est au début. Le contexte est très particulier pour la Nouvelle-France, mais très particulier pour Cap-Santé. Pourquoi? Bien, 1740, on vient d'inaugurer la plus grande route carrossable en Amérique, qui est le chemin royal, qui partait de Beaupré pour se rendre dans le centre-ville de Montréal, plus de 230 km. La conférence fut l'occasion de connaître davantage les habitudes vestimentaires des femmes dans ces années. On écoute un extrait de cette conférence avec Evelyne Bouchard. Alors, effectivement, donc, elle nous présente ici la chemise de la femme du commun, chemise en lin. Quand on dit que les femmes savaient coudre à l'époque, alors souvent c'était justement les chemises qu'elles pouvaient coudre. C'est fait avec des triangles et des carrés, des rectangles. La Société d'histoire du Cap-Santé est ouverte aux suggestions du public pour les activités futures. Après la pause, d'autres nouvelles, mais aussi une entrevue avec Alain Blanchette d'Accès Travail Portneuf pour parler de l'importance de l'immigration dans Portneuf en 2023. J'ai toujours eu l'ambition d'inventer des batteries d'auto électriques pour qu'on soit tous en voiture dans le futur. Mais j'ai même pas de permis. Fait que, à la place, j'ai acheté des électros Energy Star. Pour un Québec plus vert, faut consommer moins d'électricité. Gaspille pas ton énergie. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu rampeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. L'OTJ de Rivière-à-Pierre est un véritable lieu de rassemblement pour la municipalité. Ce lieu a d'ailleurs été rénové. Voici notre reportage. Ce mardi 7 février a eu lieu l'inauguration officielle des locaux rénovés de l'OTJ de Rivière-à-Pierre, après plus de 2 mois de rénovation. C'est sous le nouveau conseil d'administration présidé par Sylvain Landry que l'OTJ a redoré son image. Les rénovations ont touché entre autres les armoires, la cuisine, le plancher et les lumières. C'est grâce à une aide financière d'un peu plus de 22 000 $ de Desjardins ainsi qu'à un nombre incalculable d'heures de bénévolat que le projet a été réalisé. À Rivière-à-Pierre, l'OTJ rassemble les jeunes, mais aussi les familles pour une multitude d'activités. On entend le président Sylvain Landry à ce sujet. Pour les jeunes à Rivière-à-Pierre, l'OTJ représente un lieu de rassemblement, un lieu de plaisir. Ils viennent jouer au hockey. L'été, ils jouent à la balle ici. Il y a des jeux intérieurs un peu. On a fait l'acquisition d'une nouvelle TV intelligente. Ils peuvent écouter des films un peu à TV ici. Les rénovations, on a parti à peu près de zéro. Les peintures étaient dégueulasses. Des peintures oranges, ces murs. On a refait les planchers en vinyle, planchers flottants en vinyle. On a refait les chambres de bain à neuf. Ensuite, plancher flottant sur les murs pour être empêché de défoncer par des coups de pied des fois, puis des nouveaux luminaires. Des locaux attrayants, c'était l'une des choses importantes que l'OTJ souhaitait offrir à la population de Rivière-à-Pierre. Le bénévolat était nécessaire pour arriver à cet objectif. On entend la mairesse de la municipalité, Danielle Ouellette, concernant ce bénévolat. Sans tous vous autres, les bénévoles, cet organisme ne serait pas ce qu'il est encore aujourd'hui. Soit un lieu de rassemblement pour nos jeunes, un camp d'été pour nos enfants, du baseball, du hockey, sans oublier notre prochain carnaval qui va être le 63e,
Alors, merci de faire partie de ce village où on aime vivre. C'est donc sous l'enthousiasme des enfants de Rivière-à-Pierre que s'est clos cette inauguration officielle. C'était Danick Julien pour CJSR. Cette semaine marque la Semaine nationale de prévention du suicide sous le thème « Mieux vaut prévenir que mourir ». Selon l'organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, chaque jour, 3 Québécois s'enlèvent la vie de tout âge confondu. L'Arc-en-Ciel rappelle qu'en osant aborder le sujet, nous pouvons contribuer à créer un filet de sécurité pour nos proches et pour nous-mêmes. Pour la Semaine de prévention du suicide, eh bien, de 2023, on doit briser les tabous. Osons ouvrir le dialogue parce que la prévention fait une réelle différence. Pour rejoindre le Centre de prévention du suicide de Portneuf, c'est au 88 285 3283, le 3283. À Neuville, il y a présentement une exposition à la bibliothèque Félicité Angers, nommée « Rouge au carré ». Aubert Tremblay, mon collègue, s'est renseigné sur le sujet. L'exposition s'appelle Rouge au carré. Alors, c'est ici à la bibliothèque de Neuville jusqu'au 2 mars, sur les heures de la bibliothèque. Alors, l'idée du projet, c'est Sylvie Lemelin qui l'a eue. Elle s'est inspirée de l'art inuit en faisant de la recherche. À la base, elle voulait rendre hommage à leur art. L'idée de la murale, c'était de faire 12 toiles qui constitueraient une murale, donc une sur fond rouge, une sur fond blanc, d'où la façon de faire un damier. Sylvie fait partie de l'Association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures. Donc, c'est un regroupement de plusieurs artistes et elle a invité les artistes à participer. Donc, il y a 12 artistes qui ont participé à la murale et il y en a d'autres qui ont participé d'une façon individuelle, mais toujours en respectant le format de 24 pouces par 24 pouces. Et il y avait également 3 couleurs pures à respecter. Donc, le rouge, le noir et le blanc. Donc, c'est toutes des œuvres originales faites pour cette exposition-là? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs médiums utilisés. Il y a l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, la photo. Donc, tous les médiums étaient admis pour cette exposition-là. Alors, nous, on est heureux, la Ville, d'accueillir justement dans la salle de la bibliothèque des expositions ou toute forme d'art, que ce soit... c'est ça qui est intéressant ici à l'Église, pour les expositions ou la culture qui peuvent être développées sous toute forme d'art. Je me souviens, mes premiers cours de peinture à l'huile, c'était... j'avais 12 ans. Bon, j'ai eu des périodes d'arrêt. J'ai fait des bébés. Habituellement, je fais juste une chose à la fois, une œuvre à la fois. Okay. Alors, j'ai fait des bébés. Mais après ça, quand j'ai pris ma retraite, je me suis remise à la peinture. Je suis à mon atelier presque à tous les jours. Moi, j'ai imaginé... je suis une fille qui a voyagé beaucoup. Alors, j'ai imaginé les voyages. J'ai commencé par faire des collages d'avions, de villes, d'hôtels. On peut aller un peu partout à travers mon tableau. Et puis, le cercle ici, ça représente la Terre. Puis, en transparence, vous voyez le rouge, là, en transparence, mais on voit... que le tableau, les collages se continuent. Ça fait que c'est ça, l'inspiration m'est venue comme ça. Je suis très, très spontanée là, dans mes œuvres. Moi, je travaille l'aquarelle depuis de très nombreuses années, plus de 35 ans. Et là, vous avez été approché pour faire cette expérience-là. Comment vous avez réagi? D'abord, il faut dire que je fais partie de l'ACSAD depuis 2-3 ans. Et Sylvie Lemelin a proposé ce projet et je pense qu'à un certain moment donné, on recherche des stimulations.
Alors j'ai dit oui, OK, on essaie. On essaie, ça vaut la peine d'essayer quelque chose de différent. Donc j'ai participé aussi à la murale, mais j'ai décidé de participer, parce qu'il faut dire aussi qu'à la murale, elle est faite à l'acrylique. Mais moi, comme je suis aquarelliste depuis très longtemps, j'ai décidé de participer à l'aquarelle avec mon aquarelle. Donc l'œuvre, c'est C'est le pavot d'Orient. J'ai toujours fait des aquarelles très précises. Celle-là, elle est encore précise. Mais de plus en plus, je m'en vais vers une aquarelle beaucoup moins précise, ce qu'on appelle loose watercolor. Donc, beaucoup plus mouillée. Celle-là est travaillée beaucoup plus à sec. Okay. Donc, c'est un défi assez important parce que je dois vraiment mesurer la quantité d'eau que je mets. Je dois vraiment être en pleine forme parce que le mouvement est irréversible. Si je fais une erreur, l'aquarelle est manquée. Ouais. Donc, c'était un très grand défi. C'est assez audacieux. C'est assez audacieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait 2 fois. Vous avez donc jusqu'au 2 mars pour aller voir Rouge au carré à Neuville. La pénurie de main-d'œuvre demeure un défi pour les employeurs de Portneuf et pas qu'à Portneuf, bien au Québec au complet. Pour certains des employeurs, la main-d'œuvre provient maintenant des pays étrangers. On en parle avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, Alain Blanchette d'Accès Travail Portneuf. Alors, Monsieur Blanchette, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'immigration avec nous parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. En effet. Évidemment, pour les entreprises, on en a besoin pour la main-d'œuvre surtout. Oui. Mais quand même, dans quelle mesure c'est problématique le manque de main-d'œuvre pour les entreprises de Portneuf? Bien, c'est problématique pour l'ensemble des entreprises du Québec, dont les entreprises de Portneuf. C'est sûr qu'une rareté de main-d'œuvre, il fallait s'y attendre. D'ailleurs, on en avait parlé en 2007. Et on savait qu'avec le vieillissement de la population, on allait avoir des difficultés de main-d'œuvre. Sauf que c'est dur de se préparer d'avance. Et lorsqu'il arrive, tant que tu n'as pas frappé le mur, puis que tu as toujours des CV pour recruter, tu te dis, en tout cas, si ça va mal ailleurs, moi, ça va bien. À partir du moment où tu manques de CV, tu n'as plus de CV, tu n'as plus de candidature, c'est là que tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? L'immigration, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution, parce que tout dépendant du point de vue qu'on se met. Si on se met du point de vue développeur économique, bien là, oui, ça prend de la main-d'œuvre parce qu'il faut continuer à développer, puis il faut continuer à faire virer les entreprises. Mais si on se met quelqu'un qui est très préoccupé par l'environnement, on se dit aussi, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de se laquer un peu le développement économique, puis de faire attention pour ne pas aller encore plus loin dans la consommation de ce que la Terre peut nous servir. Fait que, donc, il y a des entreprises qui ont décidé de cesser leurs activités ou de ralentir volontairement parce qu'il n'y avait pas le goût, exemple, de se lancer du côté de l'immigration, parce que c'est quand même assez lourd, on pourra en parler tantôt, mais d'autres ont décidé de faire le choix de se tourner vers l'immigration, soit en recrutant directement à l'étranger ou en recrutant des personnes, des immigrants arrivés dans Portneuf, soit par l'immigration régulière ou parce que le conjoint a trouvé un emploi ou par des études. Là, dans Portneuf, quels sont les secteurs de travail qui attirent justement les travailleurs étrangers? Bien, le plus grand nombre de travailleurs étrangers, on parle de travailleurs étrangers temporaires non spécialisés. Donc, il y en a beaucoup, c'est une base saisonnière dans les entreprises agricoles qui vont recruter des travailleurs étrangers. L'été passé, on avait au moins 400 travailleurs étrangers dans Portneuf. Et il y en a que c'est pas pour l'agriculture, c'est pour des métiers non spécialisés, plus des postes d'opérateurs. Fait que ces postes-là, pour les travailleurs agricoles, eux autres, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Pour les travailleurs non spécialisés, mais non agricoles, eux, normalement, c'est des contrats de 2 ans où ils sont présents à ce moment-là. Et donc, suite à leur contrat, ils peuvent faire une demande, s'ils veulent, de résidence permanente. Donc, c'est
Les secteurs les plus névralgiques, c'est certain que Portneuf, on est beaucoup dans le manufacturier, donc les besoins sont beaucoup là, mais également le secteur public qui a été longtemps à ne pas se casser la tête. Il y avait des bons salaires, le monde décidait d'aller travailler pour le gouvernement, que ce soit en éducation, dans le domaine de la santé. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé aussi avec la COVID qui nous a brassé pas mal, ces secteurs-là attirent moins de gens, il y a beaucoup de départs à la retraite, donc ça, c'est très primordial pour la population parce que, tu sais, je vais te donner un exemple, une entreprise de fabrication de planches pour de revêtement de plancher. S'ils ferment, c'est triste, mais c'est pas une catastrophe incroyable. Mais si on manque d'infirmiers, puis de médecins, puis on manque d'éducatrices en garderie, puis on manque d'enseignants, bien là, ça paralyse tout le système au complet. Oui. Fait que moi, je vous dirais qu'au niveau de l'immigration, ce qui est prioritaire, c'est ces domaines-là, santé, éducation, où là, il y a un gros travail à faire parce qu'on n'a pas le choix de maintenir les services de ce côté-là. Pour les entreprises, surtout le secteur manufacturier et le secteur agricole qui travaillent fort là-dessus. Pour les employeurs, on présente souvent les travailleurs étrangers comme la solution miracle, mais il doit quand même y avoir quelques embûches sur la route là, pour avoir des travailleurs étrangers. J'imagine que c'est pas aussi facile que le dire. En effet, c'est pas aussi facile que de le faire. Que de le dire, c'est plus difficile de le faire. Une des premières difficultés, c'est les délais. Oui. C'est-à-dire que si moi, j'ai l'intention d'embaucher quelqu'un à l'international, il faudrait que je m'y prenne quasiment 1 an d'avance, parce que les délais sont d'au moins 8 mois avant d'avoir le permis de travail. Il faut faire la démarche initiale. Souvent, les gens vont passer par un consultant en immigration, un avocat en immigration, ou si tu as un service de ressources humaines très structuré, ben, tu peux aussi le faire de façon autonome. Et l'autre difficulté, c'est qu'on va recruter quelqu'un qui est à l'extérieur. Et on le sait, avant cette pénurie-là, au Québec, peu importe les entreprises, tu vas embaucher quelqu'un, ça s'est bien passé en entrevue, tu te dis, OK, il va faire l'affaire. Mais des fois, tu t'aperçois, oh, ça accroche ici ou ça accroche là. Là, tu as la possibilité, si une entreprise a embauché il y a 2 semaines un Québécois puis ça ne fait pas l'affaire, puis il m'a fait au contrat, le Québécois va se trouver une job assez rapidement parce que des besoins de main-d'œuvre, il y en a en masse. Mais quand tu embauches une personne immigrante, la personne est attachée à toi, à ton entreprise. Donc, si ça ne fait pas l'affaire, puis tu lui dis, ben là, ça ne fait pas l'affaire, il faut que je ne te retiens plus en poste, bien, la personne, soit qu'elle se trouve très rapidement un autre employeur qui est prêt à l'embaucher, sinon elle doit retourner chez elle dans son pays. Fait que quand tu as mis fin à ton bail, tu as fermé tes livres, si on peut dire, dans ton pays, en disant, ben moi, je veux travailler ici longtemps, ben là, tu as un méchant problème. Donc, pour l'employeur, ça fait mal parce que tu te dis, le gars, il a fait une démarche, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, puis là, il faut qu'il parte. Et l'autre difficulté aussi, c'est les coûts, parce que c'est quand même assez coûteux. Toute la question des permis et tout ça. Et fait que délai, coût, guess, donc on prend une chance au niveau de l'embauche. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas une solution idéale, mais en même temps, c'est qu'on est rendu à une situation où on n'a pas le choix. On a fait des enfants bien gros dans les années 50 et 60, fait que la courbe démographique qui est normalement une ligne qui part des enfants puis qui descend vers les aînés, puis au fur et à mesure que le monde meurt, ça descend. Bien là, dans la ligne qu'on avait au Québec, il y a comme une bosse qui est arrivée dans le temps du baby-boom, assez transportée dans le temps. Quand on est arrivé dans le temps du primaire, secondaire, on a bâti des écoles, on a bâti des polyvalentes. Après ça, les cégeps, universités. Après ça, ça a été le marché du travail qu'il a fallu qu'absorbe tout ce monde-là. Ça n'a pas été évident. Il y a eu des taux de chômage élevés dans les années 80. Mais là, ces gens-là arrivent tous à la retraite, là. Non seulement on les perd sur le marché du travail, mais beaucoup vont avoir des problèmes de santé, fait que ça met une pression sur le système de santé. Donc, puis les résidences pour personnes âgées, tout ça, préposées aux bénéficiaires. Donc, c'est une méchante côte à monter. Donc, on a cette particularité-là. On n'est pas les seuls là, d'un pays occidentaux à avoir cette particularité-là, mais au Québec, ça frappe un peu plus fort. Puis dans Portneuf, vu que la population est plus vieillissante que dans la moyenne de la région de la Capitale-Nationale, bien ça aussi, ça nous crée un écueil de plus, là.
Vous avez parlé de 2007 tout à l'heure. Ça, c'était le premier congrès sur l'immigration dans Portneuf, exact? Le premier forum portnevois sur l'immigration. On avait posé 2 questions à la centaine d'intervenants socio-économiques qui étaient sur place. La première question, pensez-vous que un jour, on va avoir besoin de travailleurs étrangers, travailleurs immigrants? Et si oui, pensez-vous qu'on est prêt à recevoir? Donc, la réponse a été quasi unanime. La première question, c'est oui, on va en avoir besoin. Et la deuxième, ça a été quasi unanime. Non, on n'est pas prêt. C'est là qu'on a commencé à se préparer, c'est-à-dire préparer le milieu pour des services d'accueil et d'installation, ce qui fait que maintenant, Accès Travail Portneuf, qui a été désigné l'organisme responsable de toute la question de l'accueil et l'installation des personnes immigrantes, a pu se doter d'une équipe. Puis là, il commence à avoir pas pire de monde, pour aider les entreprises pour toute la question de l'arrivée, recherche de logement, accueil à l'aéroport, etc. Donc, les entreprises ont leur rôle à jouer là-dessus, mais les services communautaires peuvent aussi faire leur bout. Donc, je vous dirais qu'au niveau des services aux individus, on est quand même bien équipé dans Portneuf, vu qu'on s'est pris d'avance, parce qu'il y a bien des MRC qui ont 0 service au niveau de l'immigration, alors qu'on est en Portneuf, on est bien servi. Et en 2007, lors de cet événement-là, vous avez justement parlé des enjeux qui allaient arriver et on aurait pu écouter ça il n'y a pas longtemps et c'est encore très pertinent. Est-ce qu'on s'est réveillé trop tard pour accueillir les travailleurs étrangers? Je pense pas qu'on soit réveillé trop tard pour l'accueil des travailleurs étrangers, pour le message aussi aux entreprises, tout ça. Même, je vous dirais qu'on s'est pris assez d'avance, surtout pour, comme je vous disais tantôt, les services communautaires. Mm-hmm. Mais c'est ça, là, on arrive dans une situation où on en a besoin, mais tout le monde en a besoin en même temps. Des travailleurs étrangers, des travailleurs internationaux, on n'en manque pas. Il y en a plein qui veulent venir travailler au Québec ou au Canada. Mais les entreprises se questionnent, puis c'est normal. Est-ce que je vais investir dans l'embauche d'un travailleur immigrant ou je vais refuser des contrats? Est-ce que je vais plutôt m'automatiser ou je vais diminuer mes activités ou je vais changer mes processus pour avoir besoin de moins de main-d'œuvre? Je pense que toutes les questions doivent se poser. Un employeur peut, d'une part, essayer d'automatiser au maximum ses procédés et en parallèle embaucher à l'international aussi. Il y a les travailleurs âgés aussi qui sont encore une pépinière intéressante. Il y a bien des aînés qui ont pris leur retraite, mais qui seraient disponibles pour travailler à temps partiel. Des fois, des employeurs pourraient essayer de combiner deux personnes pour un seul poste. Donc, il y a encore des solutions, mais le problème est vraiment majeur, là. On peut qualifier ça presque d'une crise. Puis la COVID a ralenti le processus. Avant la COVID, on était bien décollé. Oui. Mais la COVID a comme tout arrêté. Puis là, après ça, les frontières ont fermé. Pour réenclencher la machine. Réinitialiser tout ça. Donc, ça n'a pas été évident. Mais je vous dirais qu'on n'est pas en retard, on n'est pas en avance non plus. On fait face à la situation. Puis chaque employeur a sa solution. Au niveau de la MRC de Portneuf, on se doit de les soutenir le plus possible. Mais il reste que c'est une décision personnelle de chaque individu, de chaque employeur. Alors, Alain Blanchette, d'Accès Travail Portneuf, merci d'être venu nous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Une nouvelle politique environnementale a été lancée dans la municipalité de Pont-Rouge ce mercredi, alors que la municipalité souhaite devenir une référence en la matière dans la région de Portneuf. Sur une durée approximative de 5 ans, Pont-Rouge désire atteindre 20 objectifs concrets qui vont répondre aux besoins de la population qui est de plus en plus soucieuse de son impact sur l'environnement. Le conseiller Mathieu Bisson a expliqué en conférence de presse les 6 axes sur lesquels la nouvelle politique est basée. Il s'agit de la protection de l'eau potable, de la gestion des eaux usées, des relations avec la terre, l'aménagement du territoire, des habitudes écologiques de l'administration de Pont-Rouge, mais aussi de la gestion des matières résiduelles. Concernant ce dernier point, on entend M. Bisson maintenant. La gestion des matières résiduelles, hein? Un bon point. Sensibilisation de la population à un principe de zéro déchet. Est-ce que le zéro déchet est vu dans les prochaines années? C'est possible, on l'espère. Interdire la distribution des articles à plastique, dans le fond, à utilisation unique sur le territoire, comme les pailles, les couvercles, les ustensiles.
Interdire les distributions là, de sacs de plastique d'emplettes dans les commerces de détail sur le territoire. On a aussi interdire la distribution d'emballages d'articles publicitaires non sollicités. Je ne nommerai pas de nom, on en a tous en tête. Subventionner l'achat de couches lavables, des produits d'hygiène aussi, donc réutilisables, afin d'amorcer un changement dans les habitudes citoyennes. Nous avons aussi favorisé la réutilisation des biens entre citoyens, comme justement Mario disait avec le grenier des trouvailles. Donc, des fois, la fin de vie d'un produit, pour certains, c'est le début de ce produit-là pour une autre utilisation. Pont-Rouge souhaite aider les commerçants qui vont devoir changer leurs habitudes à effectuer une transition harmonieuse. On entend le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, à ce sujet. Quand on parle pour les commerçants, on va faire une rencontre au niveau des commerçants, des restaurateurs. Pour commencer, on a une rencontre à faire avec eux autres. Et à partir de là, on va établir avec eux pour arriver à nos fins. Je sais qu'on a parlé avec quelques-uns. Moi, j'ai quelques restaurateurs. Il y en a déjà qui sont déjà prêts. Ils ont déjà les choses. Mais on va essayer d'emboîter le pas pour continuer. Puis c'est pour ça qu'on a l'objectif de 2024. Mais c'est sûr que s'il y a des choses qui sont un petit peu plus dures, on va l'échelonner pour qu'est-ce qui va être facile à faire aussi. Mais c'est de faire une transition harmonieuse. C'est ça qui est important. Pont-Rouge souhaite également pouvoir inspirer les autres municipalités de Portneuf à emboîter le pas, comme Pont-Rouge est l'une des premières à faire un acte de ce genre. On écoute M. Dupont à nouveau. On espère que notre politique pourra convaincre d'autres municipalités de la MRC. Effectivement, on est dans les premiers, puis ça en prend quelqu'un qui commence. Mais si on peut initier le mouvement, bien bravo. On va tout gagner parce qu'en fait, le déchet ultime, si on réussit à le diminuer, il y a un impact aussi au niveau des coûts, de l'enfouissement. Maintenant, pour la programmation des plaisirs d'hiver de Portneuf, oui, 2 événements touchent nos municipalités en fin de semaine. Du 10 au 12 février, soit de vendredi à dimanche à Saint-Raymond, c'est des randonnées autoneige qui est dans l'occasion de neige en fête. Les véhicules seront présents au centre de ski, mais aussi au centre-ville, certains d'entre eux. Le samedi 11 février, il y a aussi le carnaval de Rivière-à-Pierre. Je me suis entretenu cette semaine avec les organisatrices Lucie-Claude Gélina et Jennifer Boulay. On les entend maintenant sur ce carnaval. Oui, c'est le 63e carnaval le 11 février qui débute à 13h. On vous invite en grand nombre. Plusieurs activités pour nos jeunes. Des glissades, le patinage, du tir au but, une petite compétition, une course à relais, un feu dehors, du chocolat chaud, des hot dogs, de quoi vous rassasier, des petits sandwichs, la cantine. Vraiment, Rivière-à-Pierre vous attend ce samedi. En plus, je pense que la météo va être de notre bord. Évidemment, ce ne sont pas des températures de moins 40 qui nous attendent ce week-end. Alors, évidemment, vous allez pouvoir profiter de ces activités-là. À Shannon, également, le 18 février prochain, il va y avoir l'événement plein air Winterfest pour sa 15e édition. L'organisation de cette fête hivernale assure qu'il va y avoir une multitude d'activités familiales. Vous pouvez voir la programmation là, à l'écran maintenant. On dit des jeux de spikeball, les jeux gonflables, des tours de calèche, une cabane à sucre même, j'en passe. Le tout va se dérouler au parc municipal qui est situé au 73 chemin Gosford. Pour les adeptes de patinage, le sentier glacé va demeurer ouvert toute la journée selon l'horaire et les modalités d'accès habituelles. L'activité va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Des places de stationnement sont aussi disponibles gratuitement près du centre communautaire qui est à côté du 75 chemin de Gosford. Maintenant, vous le savez, comme depuis le début là, de l'année, on a la chronique de Stéphane Lépine pour parler des éphémérides. On se penche maintenant sur ce qui s'est passé au travers des années vers le 9 février. Voici cette chronique. Stéphane, on parle de la semaine du 9 février maintenant. Voilà. Alors là, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses le 9 février. Il a fallu faire des choix. Hein? Alors, j'y vais pour 3 événements qui sont quand même un petit peu... un pour nous, hein, pour CJSR comme tel. Mais le premier est vraiment majeur, c'est que tout le monde connaît maintenant le Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, qui est devenu comme le point...
comment je dirais, la plaque tournante des activités socioculturelles. Eh bien, ça n'a pas été facile. Hein? Avec c'est un gros centre communautaire. Vous allez voir des images d'archives, justement, qui ont été démolies dans les années 2007-2008, dans ce coin-là. Et en 2009, pour faire un petit peu accepter le projet, on a fait une grosse assemblée au cinéma Louette, parce que comme il n'y avait plus de centre multifonctionnel, il fallait aller à quelque part. Et puis, ben, c'est là qu'on a vendu le projet d'un gros centre multifonctionnel. Même avant, c'est ce qu'on va voir dans les extraits, il y a eu une visite qui a été faite dans un centre qui est presque pareil, mais beaucoup plus gros, à Boucherville, en banlieue de Montréal. Alors, c'est intéressant de voir toute la mécanique. C'était pas évident, c'était un projet qui frôlait les 10 millions. Alors, pour faire accepter ça, il a fallu qu'on ait qu'on réponde aux questions des citoyens. Ça a été super bien fait au cinéma Louette, une assemblée. Malheureusement, ça, c'est parti dans le feu. Vous savez, on a beaucoup d'images d'archives qui sont disparues à cause du feu qu'on a eu à CJSR en 2016. Alors ça en est un bon exemple. Ensuite de ça, en 2012, 7 février 2012, je triche un petit peu parce que je voulais absolument en parler. CJSR a fait son passage au HD. Hein? Ça fait déjà quand même un petit bout. Vous comprendrez que, là, on ne sera pas trop technique, là, mais quand on était à l'époque pas en HD, ben, c'était comme une espèce de carré 4:3. Hein, nos vieilles télés, dans le fond, nos télés à tubes. Aujourd'hui, ben là, c'est rendu naturel, le panoramique au complet. Alors, CJSR a fait ça en décalage peut-être de 5-6 ans par rapport aux autres télévisions conventionnelles. Mais ça a été fait avec un investissement majeur. Alors, c'est pour ça qu'on est en haute technologie présentement, qu'on est en HD, nous autres aussi. Mais vous voyez les extraits souvent hein, en 4:3, hein, justement à cause de ça. Et le monde des médias, c'est toujours en évolution aussi. Oui, c'est pas fini. Hein? Exact. C'est pas fini, on continue. Et le dernier, j'espère qu'on va avoir trouvé des images de ça aussi. On a de la misère, hein, des fois, de trouver les archives. C'est une activité qui était là pendant au moins 7 ans et qui était super populaire. Ça se passait au Centre Forme Action à Pont-Rouge. Ça s'appelait le Spin-Don. Alors, c'était une activité qui était là pour ramasser des fonds. Je ne me souviens plus de la cause, là, vous allez le voir peut-être dans l'extrait. Mais ça, là, ça a été vraiment extraordinaire. Ça a fait le tour du Québec, même un petit peu plus. Cette activité-là de financement, elle a été reprise aussi. Donc, c'est un succès vraiment génial qui est parti de Pont-Rouge et je voulais en parler. Alors ça s'est passé en 2009, la première édition. En effet, la Ville a finalement présenté son bilan stratégique de développement à la population le 10 février dernier à la salle de conseil de la Ville. Ce plan a été présenté avec quelques mois de retard car le comité d'environ 50 personnes qui comprenait notamment des élus, les cadres de la Ville et des citoyens ont demandé plus de temps pour poursuivre les discussions. Il y avait de revoir les mécanismes de gestion interne à l'hôtel de Ville. Il y avait de re-questionner le rôle de la Ville de Saint-Raymond dans son développement économique. Et il y avait l'élaboration d'un plan stratégique de développement. On vous parle du troisième objectif ce soir. Et on est très heureux d'avoir passé à travers. Des entrepreneurs de Portneuf se sont réunis hier, mercredi, le 8 février, pour rencontrer le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, ainsi que de l'équipe économique de la MRC. L'événement a été organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Les intervenants présents ont discuté, entre autres, de différentes opportunités de subventions ou d'accompagnement pour les entrepreneurs. Le 1er avril prochain, à Deschambault, il va y avoir un spectacle de musique présenté par Manon Chénard, Robert Desharnais, Paulo Robitaille, Guy Doré et Yvon Papillon à la salle du Vieux Bardeau. Il s'agit de
la seconde représentation de ce spectacle dans Portneuf, comme la représentation du 18 mars prochain à Donnacona, affiche complète depuis le mois de janvier. Manon Chénard opère une école de musique à Cap-Santé et va assurer les postes de chant, pianiste et directrice musicale. Pour le répertoire, on nous dit qu'il sera notamment composé des pièces de Pink, Martini, René Claude, Damien Robitaille, Frank Sinatra, Ray Charles, Gilbert Bécaud et j'en passe. Pour plus d'informations, il est possible de consulter le www.manonchenar.com. En terminant, dans le monde du hockey, il va y avoir à Donnacona un match demain, le 10 février, à 20h30. C'est contre Nicolet. Ne manquez pas donc le Métal Perrault qui va affronter Nicolet demain à Donnacona à 20h30. C'est ce qui complète votre info CJSR en ce 9 février 2023. Je tiens à remercier encore une fois Tony, Luc, Nicole, Aubert, Jérôme, Carole et j'en passe, ainsi que tous nos invités pour leur participation à l'émission. C'était Danick Julien. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.